Donc, comme vous avez pu voir, les solutions mobiles et mobiles multiplateformes et cross-platform, c'est un petit peu le Far West. Il y a pas mal d'acteurs. Et nous, à travers ce talk, on a voulu retracer notre expérience avec Thomas sur Kotlin multiplateforme. Et donc, est-ce qu'on a le goût? Ouais, je pense que oui. Et donc, cette expérience, c'est à travers deux applications qu'on va dire real world de production. Une application voilà, de podcast et l'application Confetti, dont vous avez peut-être entendu parler aujourd'hui, qui vous permet de voir le planning, etc. Donc, c'est deux applications qui ont été conçues en Kotlin multiplateforme et réalisées sur les stores. Donc, qui sommes-nous? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandre Delat, je suis un développeur passionné à Monkey Patch, à peu près 12 ans d'expérience. Voilà, j'ai plusieurs casquettes ou plusieurs chapeaux, le mobile et le back-end. Et moi, je m'appelle Thomas Salvetta, je suis développeur depuis 8 ans d'expérience dans le développement d'applications mobiles et web. Et je travaille aujourd'hui à Airbus. Et donc, un petit disclaimer, c'est une conférence, voilà, on n'est pas sponsorisé par JetBrains d'une façon ou d'une autre, c'est voilà, nos avis, on va dire ce qui nous a semblé bon, moins bon, etc. Donc le principe de good, the bad and the ugly. C'est basé sur notre retour d'expérience personnelle, nos besoins, donc c'est forcément subjectif là-dessus. Donc s'il y a eu d'autres expériences, je vous invite à en discuter après le talk. Donc pour commencer, qu'est-ce que Kotlin multiplateforme? Donc c'est un projet qui a été lancé en 2018 par JetBrains et qui est évidemment, comme son nom l'indique, basé sur le langage Kotlin. Alors Kotlin, je pense que maintenant, côté écosystème Android, il est très bien implanté. Côté back-end aussi, ça commence à percer, puisque les solutions Spring Boot, etc. Donc l'idée, c'est pas forcément de décrire Kotlin, on sait que c'est un langage moderne, qui est simple, expressif, sûr, et qui a connu du succès côté Android. Et au début, l'idée de Kotlin, c'était de faire en quelque sorte un meilleur Java. Le besoin de JetBrains, c'est de faire des IDE, des plugins d'IDE, pour leurs besoins. Java a des limites. Et donc, sur la base de ces retours-là, ils ont construit le langage Kotlin. Et petit à petit, au fur et à mesure des années, donc le premier back-end de compilation, c'est-à-dire on prend du code Kotlin, on le transpile vers du code exécutable côté JVM, a vu naître d'autres cibles. Donc, notamment la cible native, de pouvoir, à partir du code Kotlin, générer du code directement exécutable par le CPU. Ainsi que la partie web, donc initialement générée, transpilée vers du JavaScript, mais aussi des expérimentations pour faire du WASM. Donc qu'est-ce que Kotlin multiplateforme? C'est se baser sur tout ceci, et c'est avant tout une structure qui va nous permettre de partager du code dans nos projets. Et partager du code, ça peut vouloir dire plein de choses. Et en fonction de vos besoins, vous allez pouvoir l'adapter. Un projet Kotlin Platform, on peut l'imaginer comme ça. On a des modules et on va cibler un certain nombre de targets, de cibles. Donc, cible serveur, Android, iOS, desktop et web. Et on va pouvoir avoir des modules de code partagé qui vont être compilés pour cibler ces différentes targets. Et donc, c'est quelque chose qui est très fort parce que c'est modulaire et on va pouvoir choisir en fonction du projet ce que l'on veut faire. Nous, dans notre talk, on va surtout se concentrer sur ces deux parties, la partie Android et iOS, puisque c'était nos besoins, c'était faire des applis mobiles natives. Donc pour tout ce qui est partagé du code à plus haute, on ne va pas vraiment en parler dans ce talk, mais c'est possible grâce à cette structure de code partagé. Donc, un des gros avantages qu'on a vu avec Kotlin multiplateforme, c'est sa flexibilité. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser. Je peux décider demain, je démarre sur un projet d'appli mobile, je pars directement sur le Kotlin multiplateforme, mais je peux aussi, si j'ai un projet déjà existant, avec une appli iOS, une application Android, et que pour une nouvelle feature, j'ai envie de partager un peu plus de code, d'expérimenter, c'est tout à fait possible. Et on peut venir se greffer à une structure de projet existante. Là où c'est flexible, c'est, comme je l'ai dit, partager du code, mais ça peut vouloir dire énormément de choses. Donc, quel genre de code on va pouvoir aimer partager? La première approche logique, c'est de partager ce qu'on pourrait dire le socle technique. Par socle technique, j'entends tout ce qui peut être appel réseau à votre API de backend, etc. Que ce soit des API REST avec Hathor ou du GraphQL avec Apollo. On
On peut imaginer aussi d'avoir des bases de données locaux. Dans le socle technique, on veut pouvoir persister de la donnée. Et donc, on a des projets comme SQLite qui vont nous permettre d'avoir du SQLite partagé, des requêtes partagées, dans une seule base de code et de l'utiliser dans nos applis iOS et Android. Donc ça, je dirais, c'est la première étape, et quand on a envie d'essayer Kotlin multiplateforme, c'est ce qu'on va faire. Mais on peut aller plus loin. On peut aller plus loin en mettant la logique métier en commun. Peut-être certains d'entre vous ont assisté ce matin au talk sur l'architecture en oignon. Donc il y a différents noms d'architecture hexagonale, clean architecture, qui ont leurs différences, mais ont des principes communs. Et donc quand on fait l'architecture hexagonale, on a du code métier, et ce code métier-là, il ne doit pas trop dépendre de la plateforme. Donc ça a du sens d'être développé en multiplateforme. Généralement, quand on a notre logique métier, on va pouvoir envie de faire aussi de la présentation. On peut imaginer, donc, dans une architecture type oignon hexagonal, j'ai des use cases, c'est plutôt ma partie métier, et je vais en faire des view modèles, de sorte à ce que ma vue n'est qu'à consommer des objets simples, des strings, des booléennes, etc., et que tout l'aspect formatage, présentation, soit fait dans cette couche présentation. Bien souvent, dans des projets simples, la partie business et présentation est assez regroupée en une couche qui sont les view modèles. C'est tout à fait valable aussi de partager ça. Et ce qui est nouveau, un peu tout frais, c'est qu'on va pouvoir même partager de la vue avec Compose multiplateforme. Et donc je vous invite, donc, encore une fois, vu que ce n'était pas tout à fait notre expérience là-dessus, on ne va pas trop en parler, mis à part là. Et vous avez vu qu'à 17h30, vous avez un talk sur ce sujet-là. Donc si vous voulez voir comment on partage des vues avec Kotlin multiplateforme, je vous invite à y participer. Nous, ce qu'on a fait ressemble plutôt à ça. C'est-à-dire qu'on a voulu partager donc, notre SOT technique, le data access, notre base de données locale, nos accès API, notre business logic, c'est-à-dire nos stores, nos use cases, etc., nos présentations, avoir des view models. Et ceci dans une philosophie réactive, où c'est des choses qui sont live, qu'on peut observer. Et enfin, donc, nous avons voulu écrire côté iOS en SwiftUI et côté Android en Compose. Et donc le fait d'avoir un cœur réactif, on l'a consommé très bien des deux côtés. Donc les architectures des applis qu'on a développées, ces deux applis, la Podcast Confetti, ont plutôt été faits sur ce modèle-là. Encore une fois, ce dont vous aurez besoin demain n'est pas forcément ça. Voilà. Je rappelle qu'il y aura un talk à 17h30 pour ceux qui veulent voir multiplateforme. Donc, le bon côté, the good, de faire cette approche-là, c'est qu'on va pouvoir vraiment faire de la qualité sur les UX et UI de chaque plateforme. Vu que ce n'est pas quelque chose qui réimplémente une couche graphique, qui essaie d'imiter les composants, mais c'est les vrais composants, et on va pouvoir vraiment exploiter à fond les animations, le layout, tout le design système de chaque plateforme, à condition d'y mettre le temps, bien entendu. Et donc, en termes d'intégration et de ce qu'on peut atteindre en termes de performance, on est proche de l'optimal. Ça permet aussi, si on a déjà des équipes en place côté iOS Android et qui connaissent très bien vraiment leur système de vue, leur système d'animation, la partie multimédia, etc., ils peuvent continuer à maintenir leur expertise sur ces choses-là. Et pas réapprendre un framework de vue. Donc ça c'était la facette positive, mais cette approche elle a aussi une facette plus négative, on va dire le côté plus sombre de la pièce, c'est que chaque écran en fait on va devoir l'implémenter 2 fois forcément, côté iOS, côté Android. Et donc ça on n'y coupe pas, et donc c'est vrai que si on est être solo développeur sur le côté multiplateforme, faut vraiment connaître bien les 2 plateformes, et ça peut avoir un peu ses limites. Et donc, 2 fois plus d'écran, j'ai envie de dire 2 fois plus dans... Et il faut bien connaître chaque plateforme. Et autant l'intégration côté Android du Kotlin, elle est très naturelle. On fait du Kotlin depuis longtemps. Intégrer ça, c'est juste un module qu'on ajoute. Côté iOS, c'est beaucoup plus laborieux, le travail qu'il y a à faire, parce que ça n'interrope pas. Et cet aspect d'interop, qu'on va le voir, crée un peu de friction sur l'expérience de dev iOS. Pourquoi? Parce que le choix
de Kotlin multiplateforme pour permettre d'être utilisé côté iOS, c'est de passer par de l'Objective-C. Objective-C, si vous voulez, c'est un peu la lingua franca côté iOS. On se dit que c'est un langage natif, mais ça a beaucoup les caractéristiques d'un runtime, d'une VM, c'est-à-dire qu'il y a des notions d'objets, de classes, de méthodes, de dynamic dispatch, etc. Et donc c'est plus facile de générer du code sous forme de quelque chose qui est en Objective-C pour l'appeler côté iOS. Et enfin, à l'époque où Kotlin native et Kotlin multiplateforme a commencé, je ne crois pas qu'il y avait d'API stable pour la partie Swift, donc le choix il était en somme tout à fait logique. Mais ça crée plein de petits problèmes, de petites frictions, surtout ce qui va être le typage avancé, le générique, les coroutines. Donc on verra un peu plus tard comment on peut améliorer ceci. Le temps de compilation, qui s'est amélioré au fur et à mesure des versions de Kotlin multiplateforme. En application, en UI, on a besoin de la feedback loop la plus rapide possible. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il y a à prendre en compte dans vos projets. Enfin, pour que ça marche, il faut que Xcode appelle Gradle d'une certaine façon, que lui compile, lui fournisse un framework, que ça s'intègre. Donc c'est pas tout à fait très naturel, surtout dans l'écosystème Apple qui n'est pas connu pour être le plus ouvert. Et donc un des exemples qu'on a, c'est que quand on a fait une erreur en Kotlin, qu'on essaie de faire son build de truc, on a une petite erreur, mais il faut aller chercher dans le log des erreurs, scroller, essayer de comprendre, se mettre au bon niveau, lire un tout petit peu, s'écrire un tout petit. Bon, voilà ce qu'on a eu pendant longtemps. Heureusement, voilà, JetBrains, c'est à l'écoute, et là, pour essayer de gommer toutes ces frictions, et voilà, par exemple, ces erreurs ont été intégrées directement dans la vue d'erreur de Xcode. Donc voilà, en somme toute, côté Android, c'est transparent. Côté iOS, ça marche bien, mais il faut faire attention à toutes ces petites choses-là. Du coup, je laisse la parole à Thomas pour parler du Rex. Eh bien, parlons du retour d'expérience. Donc, le premier impact de Kotlin multiplateforme, c'est qu'on peut partager du code, mais qu'est-ce que ça fait sur l'organisation déjà des projets? Donc, à ce niveau-là, plusieurs possibilités. Soit on a une application déjà existante, on a déjà une équipe iOS et une équipe Android. On veut rajouter un code commun. On va donc créer un module shared dans lequel on va mettre du métier commun qu'on va partager. On peut se dire naïvement que l'équipe Android, elle connaît Kotlin, c'est du code commun en Kotlin, on va les mettre dessus. Alors cette approche, plutôt naïve, a quelques inconvénients. Déjà, ça va démotiver complètement l'équipe iOS, puisqu'ils vont être réduits à développer, entre guillemets, que les vues. Et le métier de l'application en tant que tel, ça sera pour les copains. Et ça, on est développeur d'applications mobiles, on veut faire du métier, pas forcément que des vues, quoi. Donc, c'est pas génial pour la motivation. Autre inconvénient, c'est que, Alexandre l'a dit, l'interop Kotlin Swift est limité, il y a quelques défauts. De moins en moins avec le temps, c'est vraiment ça se corrige et c'est de plus en plus évident. Mais du coup, si l'équipe de développement Android développe des modules communs, les interfaces qui seront transpilées, qui seront en interop avec Swift, ne sont pas très naturelles. Et de plus, il y a aussi des fois des façons d'implémenter qui sont différentes. Donc en fait, c'est bien que les gens se parlent. Donc une possibilité, on pourrait se dire aussi, c'est de rajouter une couche. On va mettre une core team qui va faire le module commun. Et là, cette fois-ci, il n'y a pas de jaloux. Les deux équipes, une partie de l'équipe iOS et Android. Et donc il y a une partie qui fait la vue en Compose et l'autre vue en SwiftUI. Pourquoi pas? Bon, cette technique, c'est rajouter des couches. Donc qu'est-ce que ça fait les couches? De la latence. Et on sait ce que ça donne. Une organisation qu'on préfère avec Alexandre, c'est Kotlin pour tous, finalement. C'est l'idée de dire, on a un module commun, mais tout le monde fait du Kotlin. Donc l'équipe iOS passe de Swift à Kotlin, en partie, sur la partie métier. C'est deux langages très proches, qui se sont rapprochés, en tout cas, on va dire. Et passer de l'un à l'autre n'est honnêtement pas très difficile. C'est intéressant, donc comme ça, tout le monde est concerné par le métier de l'application. C'est plus fluide et il n'y a pas de latence. L'avantage, c'est que l'équipe, du coup, devient pluridisciplinaire et potentiellement, au bout d'un certain temps, on peut imaginer après un an de développement, qu'il y aura peut-être de la curiosité du côté des deux équipes
Et peut-être l'équipe iOS va se mettre à faire du Compose, et peut-être l'équipe Android va essayer de faire du UI. Il y a des parallèles qui sont quand même assez faciles à prendre aujourd'hui. Alors le deuxième point, on peut se dire, c'est l'industrialisation. Est-ce que c'est industrialisable déjà? Est-ce qu'on peut mettre en place une intégration continue? La réponse est oui. Sur Android, on peut garder notre principe actuel. Donc dans notre cas, c'était l'utilisation de GitLab CI avec Fastlane. Donc Fastlane, pour ceux qui ne connaisseraient pas, c'est un outil d'automatisation qui est en partie sponsorisé par Google, qui est open source, qui permet d'automatiser les tâches liées au store et au déploiement principalement. C'est assez utile. Donc on est dans un écosystème natif, on a donc le droit de l'utiliser. Donc sur Android, en fait, la pipeline, elle est complètement classique. C'est de l'Android natif. On appelle Gradle, on lance un build et ça tire un build Kotlin multiplateforme. Côté iOS, donc ça c'est cool. Côté iOS, comment ça marche? Eh bien en fait, on a une étape en plus. Donc par rapport à Android, on rajoute un build Xcode pour produire un binaire iOS. Donc la différence notable qu'il y a, et le petit enjeu, c'est qu'il faut avoir une JVM sur le Mac qui va compiler l'application. Donc il faut nécessairement avoir un Mac dans le monde iOS pour builder une app iOS. Merci Apple. Donc à part cette subtilité, ça se passe très bien. Donc ça c'est bien. Côté lié à ce sujet-là, il y a la gestion des environnements. On pourrait très rapidement, une application digne de ce nom va avoir un environnement à gérer, au moins deux environnements, un environnement de test, un environnement de prod. On va avoir à variabiliser, par exemple, l'URL du back-end. Comment on fait? Il n'y a pas de support officiel pour le moment. Il y a cependant des solutions, tout n'est pas perdu. On peut utiliser bulk-config, qui est une librairie open source de l'écosystème Kotlin multiplateforme, qui permet de définir des variables d'environnement au niveau du module commun. C'est défini à l'aide de fichiers de properties. L'inconvénient, c'est que ce n'est pas très naturel pour les développeurs. Ça ne s'intègre pas très bien avec l'IDE. C'est un fichier properties en plein milieu du projet. Et quand tu es sur Xcode, c'est encore un peu plus difficile à intégrer. Du coup, ce qui serait sympa, c'est de pouvoir utiliser les systèmes officiels. Et donc ça, c'est possible. On peut très bien utiliser les schemes iOS et les flavors Android. Et l'astuce, c'est d'utiliser l'injection de dépendance pour injecter des variables qui seraient définies au niveau de l'application. Et donc à partir de là, tout roule, on peut faire varier des builds en fonction de l'environnement. Maintenant, il y a la différence entre une bonne application et une mauvaise application. On pense avec Alexandre, c'est souvent la gestion d'état. Si une bonne gestion d'état, c'est une application stable, une application qui va être efficace. Et le cas contraire, ça marchera moins bien. Donc comment gérer la gestion d'état en Kotlin multiplateforme? Déjà, une des premières démarches, c'est d'aller sur KMP Awesome, qui est une librairie officielle, qui est un repo GitHub officiel, qui répertorie une liste de librairies. Naïvement, on va vouloir par exemple faire une approche traditionnelle, utiliser les vues modèles Android par exemple, en Kotlin multiplateforme. Et ça, c'est rendu possible grâce à Moco MVVM, qui est un portage de l'Android ViewModel et des lifecycles sur Kotlin multiplateforme. Donc ça a été implémenté côté iOS pour nous. Donc on peut développer une application vraiment très style Android en Kotlin multiplateforme. Si on veut aller un peu plus loin, on peut avoir envie de partir sur des patterns de gestion d'état un peu plus structurants, genre du Redux, genre du MVI, etc. Dans notre cas, on a fait le choix d'utiliser Orbit MVI, qui est un modèle VueModel amélioré. Donc c'est du MVI, un mix entre MVI et Redux. C'est quelque chose d'assez léger à utiliser et assez structurant. Donc Orbit, ça a été créé par Babylon. Ça semblait assez costaud. C'est du coup assez simple à utiliser. Donc je ne vais pas m'étendre dessus. C'est juste pour vous raconter une petite histoire avec, qui est rigolote. Orbit, pourquoi ce choix-là? C'est parce que c'était simple, que c'était multiplateforme, que ça gérait le cycle de vie et que ça supportait les coroutines. Donc là, jusque-là, nickel.
Sur Android, ça s'est très bien intégré, pas de souci. Et puis à un moment, il faut le porter, il faut le consommer côté iOS. Et là, en fait, dans la doc, il n'y a pas la section iOS. Donc, pourtant, c'est annoncé comme compatible iOS. Donc, comment faire? En fait, il s'est passé 2 jours de projets non prévus, hein, bien entendu. Avec un peu de recherche, il existe un repo de Orbit qui permet de générer du code Swift à la volée, à chaque build. Sauf que ce code-là ne marche plus, en fait. Toute la config était obsolète et ils ne l'ont pas mis à jour. Donc l'idée, en fait, c'était d'écrire ce code qui est inspiré de leur génération de code. Et avec ça, ça marchait. Donc, ok, bon, c'est pas top de devoir faire ça quand on intègre une librairie, mais admettons. Et en fait, pourquoi ça? En fait, c'est parce que quand on fait une librairie en Kotlin multiplateforme, les développeurs n'ont pas le moyen de fournir du code Swift aux utilisateurs de la librairie. C'est un peu contraignant quand même, si ce n'est pour, par exemple, rendre une API plus user-friendly. Voilà. Donc, avec Orbit, ça a été difficile à mettre en place, mais ça s'est montré très robuste et efficace une fois cette étape passée. Le mécanisme d'effet de bord a été très utile, qui est dans la librairie. Et l'inconvénient, c'était que la composition était assez difficile à mettre en place, parce que c'était basé sur de l'héritage, et l'héritage, c'est pas bien. Et je vais laisser Alexandre vous parler de Mopka. Vive la composition. Du coup, une petite parenthèse sur la gestion d'état. Sur le projet Confetti, on avait plus de marge de manœuvre, parce que voilà, puis quelque part, c'était un peu nous le client. Et du coup, on a voulu expérimenter, de tester un pattern de programmation réactive dans Kotlin multiplateforme. Et peut-être certains d'entre vous, voilà, il y avait un talk ce matin sur les frameworks réactifs, l'aspect réactif dans les frameworks web. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui viennent dans le mobile, qui ont été inspirées du web, comme par exemple React. Et si on regarde la tendance, avec sur par exemple Angular, les signaux, tout l'aspect observable dans Vue, on retrouve ces notions de programmation réactive, mais transparente. Et du coup, on s'est dit, ouais, c'est chouette, parce que le code, il est beaucoup plus léger, mais on a quand même tous les bénéfices de la réactivité. L'idée, c'est de faire un rétex sur Kotlin multiplateforme. Donc, on va parler très rapidement sans rentrer les détails. Donc, Mopka, ça nous permet de faire la programmation réactive, mais avec un style impératif. Ça va être simple, modulaire, dans le sens où ça ne nous force pas une architecture. Si on fait du Redux, il y a un parti pris, il y a un store global, il faut tout mettre là-dedans. Si on fait du ViewModel à la MVI, il faut que notre state il soit dans le ViewModel. Or, en réalité, tout n'est jamais aussi simple que ça. Du state, il peut y en avoir à différents niveaux, et on a envie de composer ça facilement. L'idée de voir, c'est que là, c'est un code qui est en apparence très impératif. Je crée un compteur, un observable, ce qu'on pourrait appeler un peu notre source de vérité, une fonction qui est toute bête, incrémentée, et un computed. Et grâce à la programmation fonctionnelle transparente et réactive, quand mon compteur va bouger, tous les observeurs de ça vont être notifiés. Parler de modularité, c'est une vue très macro sur l'architecture dans Confetti. On a des sources de vérité à différents endroits. Un repository qui va gérer un ensemble de talks qu'on a likés, un schedule qui vient du back-end, qui est combiné. L'aspect schedule summary, le summary, c'est qu'on va grouper les talks, on va faciliter l'affichage, donc grouper par créneau, etc. Cet affichage dépend également de l'horloge qui est un observable, et donc on a toutes ces sources de réaction, et on arrive à créer un état qu'on peut directement exposer à la vue pour que le job de la vue soit bête et méchant, exposer l'état. Un autre sujet dont je voulais vous parler, c'est la notion d'implémentation spécifique, c'est-à-dire j'ai un besoin commun dans mon code commun, mais je vais vouloir faire appel à des API spécifiques de mes plateformes. Donc l'exemple qu'on va voir, par exemple, j'ai besoin d'une fonction de hachage, et l'approche officielle de JetBrains en disant, vous voyez, c'est très simple, vous faites des expect actual. Expect actual, je vais définir un expect, une signature de fonction dans mon module commun. Ça veut dire, je m'attends, j'expecte à ce qu'il y ait quelque chose qui implémente ceci. Et dans les modules spécifiques, donc Android, je vais avoir le actual qui va implémenter l'expect avec la même signature. Et comme elle sera dans le module, non pas common, mais Android main, je vais pouvoir accéder à tout l'écosystème du SDK Android. De la même façon, je vais pouvoir faire la même chose côté iOS.
Alors, l'exemple hyper DHA, c'est un exemple assez simple, le clipboard. Mettre un texte dans le clipboard du système, voilà à quoi ressembler. Côté command main, on a un expect object clipboard, une fonction copy. Android actual clipboard, on copie en avant la musique, c'est du boilerplate. Côté iOS, ça marche bien. On va pouvoir faire ça. Et on s'intéresse maintenant à cet import-là. D'où ça vient ceci? Ça vient de l'interop entre Kotlin et Objective-C. Donc Kotlin, Objective-C, comme du C, exporte des headers, les fameux .h. Donc Kotlin native dans Kotlin multiplateforme est capable de parser ces .h, de générer des définitions de signatures de fonctions en Kotlin et de faciliter le bridging vers Objective-C. Donc tout ça, ça marche. Bon, on s'en fiche, ça c'est du fichier d'header généré, c'est pas très joli. Surtout ne retenez pas ce code, il n'y a pas rien d'intéressant. C'est juste ici, on peut faire des choses comme cela. Mais une grosse limitation, c'est qu'est-ce qui se passe si l'API qu'on veut utiliser est en Swift. Je reviens sur ma fonction de hachage, donc CryptoKit, qui permet d'avoir des fonctions cryptographiques. Donc là, on voit cet exemple d'un hash, et en iOS 13, et c'est une API 100% Swift. Donc si on veut utiliser ça côté code commun, on est un peu plus embêté. Donc on aimerait pouvoir écrire expect class et faire un actual class dans mon iOS main. Et malheureusement, ceci, ça ne marche pas, puisque vu que ce n'est pas un module Objective-C, il n'y a pas de bridging natif pour faire ça. Première solution, voilà, c'est d'essayer de dire, puisque on ne peut pas faire marcher Swift directement avec Kotlin, on va passer par un bridge Objective-C. Donc c'est faisable. Il y a eu un article par Salomon Brice de Coding Coders pour faire ça. Et bon, c'est très intéressant du point de vue technique. Par contre, il y a pas mal de code, pas mal de configurations. Donc c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire tous les 4 matins lorsqu'on développe notre application. Donc vous aurez le lien si ça vous intéresse. On vous invite à lire l'article qui est dans les slides. Donc elle est idiomatique, puisqu'on va pouvoir après écrire notre code actual, expect actual, mais elle est complexe en termes de config. Donc nous, ce qu'on a fait dans ces projets-là, on avait besoin, donc un exemple, c'est dans la partie podcast. Bon, on avait besoin d'un player natif pour lire des podcasts, même le lire en background, ça aurait été délicat de le faire en commun. Donc pour ce genre de besoin, ou par exemple côté dans l'application Confetti, lorsqu'on met un talk en favori, on va planifier une notification pour vous dire 5 minutes avant, ce talk va bientôt commencer. Et donc c'est là où on a envie d'accéder aux API communes. Donc pour répondre à ces besoins, ce genre de besoins, on applique finalement un pattern qui est connu depuis très longtemps. Attention, des interfaces et des implémentations. Mais ça marche très bien. Et donc là, on ferait une interface qu'on appellerait CryptoDriver ou CryptoManager, peu importe. Et très naturellement, on viendrait implémenter côté Android en implémentant explicitement l'interface. Côté iOS, ça va marcher parce que notre interface CryptoDriver, donc, qui est définie dans le module common main, va être exportée sous forme d'une interface Objective-C. Et Swift, classe Swift, est capable d'implémenter une interface Objective-C. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas de souci. Donc, je vais pouvoir faire ma classe Swift, CryptoDriver et iOS, qui implémente CryptoDriver. Le détail à régler, c'est que moi j'ai un CryptoDriver Store qui est une logique, une sorte de use case un peu plus haut niveau qui a besoin d'un CryptoDriver de cette interface. Et donc il va falloir juste se débrouiller pour l'injecter. Et là, bien à utiliser en Swift, il va pouvoir faire la bonne implémentation dans le langage qu'il connaît. Et dans un outil qu'il connaît, puisqu'il aura son IDE, les warnings, etc. La limite de cette approche, c'est plutôt qu'elle va plutôt fonctionner dans un contexte applicatif. Là, ça marche parce que l'interface et l'implem sont dans le même projet. Donc, ça marche bien pour notre projet d'application, mais si on veut faire une libre et utilisable, ça a ses limites, et il faudrait plutôt aller sur l'autre approche de bridging. Voilà, sans rentrer dans les détails, ça ressemblerait à ça, côté iOS. Donc, j'implémente le CryptoDriver, l'implémentation n'a pas trop d'importance ici. Et d'une manière ou d'une autre, il va falloir venir injecter notre CryptoDriver iOS et le binder au driver. Donc on parle d'injection, la notion d'injection de dépendance. Je pense que voilà, la plupart ont dû l'utiliser.
c'est avant tout un pattern, l'injection de dépendance, c'est dépendre. Voilà, quand on veut rendre du code notamment testable, on veut que notre code dépende d'abstraction et pas de concrétion. Et donc, quand on fait comme ça, pour faciliter l'injection, le câblage des câbles entre elles, on va utiliser des librairies. Donc, on peut utiliser Coin, Codein, Kotlin Inject. Voilà, Dagger et Hilt ne fonctionnent pas nativement dans le contexte Kotlin multiplateforme. Et je laisse la parole à Thomas pour... Et donc, est-ce qu'on met Kotlin partout? Est-ce que c'est une justification? Déjà, par rapport à des chiffres intéressants par rapport à nos applications, on a quelques statistiques. Donc, Confetti, c'est 35% de code commun estimé. Et l'application de podcast, c'est 40% de code commun, 2% de driver, où il a fallu implémenter les mécanismes dont on vient de voir. Et après, le reste, ça sera des implémentations SwiftUI et Compose. Il y a plus de Compose, globalement, que SwiftUI sur nos projets. A priori, parce que c'est un petit peu plus verbeux. Quand on utilise les modifiers en Compose, ça prend plus de lignes, mais sinon, à Slapré, c'est à peu près pareil. Quand utiliser Kotlin multiplateforme? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs façons de faire. Il y a Flutter qui se développe pas mal. Il y a Kotlin multiplateforme qui arrive. Donc, c'est plutôt adapté quand on a une équipe de développeurs habitués à travailler dans le monde du natif. Ils vont pas, leur métier ne va pas changer en fait avec ça. C'est adapté quand des applications ont de nombreux composants système, c'est-à-dire font appel à de nombreux composants système, c'est-à-dire par exemple soit intégrer des composants natifs au look natif, soit vont utiliser des API système, genre énormément l'API caméra, l'API Bluetooth, tout ce qui est bas niveau. Finalement, plus il y aura d'interaction et plus c'est intéressant de partir ce genre de solution. C'est surtout le point le plus important, c'est quand toute l'équipe est prête à apprendre Kotlin. Si ce n'est pas le cas, ça va être compliqué. L'intégration aussi peut se faire de façon itérative, donc on peut très bien avoir des applications existantes et petit à petit développer des fonctions avec du code commun. Ça va être un peu plus complexe niveau configuration, mais c'est possible. Et la bonne nouvelle, c'est que Kotlin est stable depuis le 1er novembre de ce mois-ci. Donc ça y est, vous pouvez y aller. Donc n'ayez pas peur, Kotlin est stable, ça veut pas dire ça vient juste de sortir, oh là là, ça va pas marcher. Non, JetBrains a l'habitude de sortir, de faire mûrir leurs projets. Une fois qu'ils sont sortis, c'est du béton, ils cassent pas tout. Pas comme certains, pour ne pas nommer Google. Mais... et maintenant, il y a des librairies qui viennent de sortir, des utilitaires en tout cas, notamment de TouchLab, qui sont très intéressants, comme Sky. Donc TouchLab, c'est une société qui fait beaucoup d'open source autour de Kotlin multiplateforme. Ils ont sorti Sky qui permet d'améliorer l'interopérabilité Kotlin Swift, en améliorant notamment les problèmes, par exemple, si on utilise des enums, par exemple, le Xcode, quand on va les définir en Kotlin, Xcode ne va pas pouvoir nous dire qu'on a rempli tous les cas, par exemple. On a défini un enum avec un scope fermé, il ne pourra pas implémenter. Tout ça parce que en fait, ça passe par de l'Objective-C, et que du coup, ça passe par de l'Objective-C, et du coup, on perd cet avantage-là qui est propre à Swift. Et ça, cette librairie, en une ligne de configuration, corrige ce problème. J'ai testé pour ces cas-là, pour les enums et les seed classes, ça marche très bien et c'est très prometteur. Ça permet aussi d'améliorer les interfaces, tout ce qui est réactif et les coroutines. Autre projet en gestation, KMM Bridge de TouchLab aussi, qui permet de faciliter l'utilisation de bibliothèques Kotlin multiplateforme et de les exposer sous forme de binaire Xcode Framework. On n'a pas pu le tester, mais ça a l'air très prometteur aussi. Ça facilite tout ce qui va faciliter le développement de librairies Kotlin multiplateforme et bon à prendre. Qu'est-ce qui va arriver à Kotlin multiplateforme? Tout d'abord, il y a le nouveau compilateur K2 qui va sortir. Il est disponible en bêta et il va améliorer sacrément les performances de build. Donc on aura une expérience développeur améliorée. Il y a Compose multiplateforme, que vous allez voir tout à l'heure, pour la 3e fois, qui va vous permettre d'envoyer du Kotlin multiplateforme partout, avec notamment des vues écrites qu'une fois.
Et il y a Amper qui a été annoncé, pareil, en début de mois, je crois, qui permettra d'améliorer la configuration d'un projet Kotlin multiplateforme, et ça sera sous forme de YAML. On aime ou on n'aime pas, mais au moins ça aura le mérite d'être plus simple que du Gradle, pour le commun des mortels. Toute cette présentation a été réalisée à l'aide d'Idogram AI. Merci à eux, merci à l'IA pour la génération des images. Il y a un projet de démo qui est disponible, qui met en illustration tous ces concepts. Donc il est disponible au QR code 6 juin. Et merci pour votre attention. Donc il y a le open feedback ici. On est preneur des retours. Si vous voulez discuter de Kotlin multiplateforme, on est là. Est-ce que vous avez des questions ? Exactement. Alors, fort heureusement, on est assez curieux, Alexandre et moi, et donc on est issus plutôt de l'environnement Android, et on a appris à faire du développement iOS. Voilà. Oui. Tout à fait, c'est légitime. Il y a une tentative de projet côté Swift là pour faire du Compose. Je ne me rappelle plus le nom par contre. Il a été annoncé récemment, mais qui permet en gros de faire de la génération de code, de la transpilation de code entre du Swift UI et du Compose. Et donc c'est pas mal. Bon après c'est la transpilation, ça quand même. Enfin ça va générer du code, donc il va y avoir des limitations. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de solution à ma connaissance de côté Swift qui irait aussi loin que côté multiplateforme. Donc j'aurais tendance à dire c'est eux qui ont plus d'avance. Mais sur le principe, oui, ça peut. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Et quand ça sera rajouté, il n'y aura plus de défauts. Ça sera génial. Donc c'est vrai que c'est un peu ça qui peut freiner l'expérience au final, mais ça marche bien après. Et oui, je n'ose pas souligner, mais les applications qui ont été développées comme ça, avec le métier partagé et donc toute la partie state, elles ont en quelque sorte les mêmes bugs. Dans le sens, elles ont un comportement très ISO. Et s'il y a un bug d'un côté, il est très probable qu'il y ait un bug de l'autre. Donc en fait, ça permet de factoriser vraiment le métier et les comportements des applications. Et on est très confiant en fait quand on sort quelque chose. Si on l'a bien testé sur Android, il y a 99% de chances que ça s'intègre bien sur iOS. À la vue près, quoi. Bon, en tout cas, on espère que ça vous a plu et que éventuellement ça pourrait vous aider lors des prises de décision. Ça serait des éléments. Voilà. Et vous voyez un peu plus clair sur ce que fait Kotlin multiplateforme.